de Saint-Étienne et Olimos, sous la supervision de Nabil Apsi, Valéria Borodin et Diego Cataruzza. Et du coup, je vais vous présenter un peu mes principaux résultats de thèse. Du coup, pour donner un peu de contexte, ma thèse s'est effectuée dans le cadre d'un projet ANR, le projet Agir, en collaboration avec Mines de Saint-Étienne, Centrale Lille, l'université Gustave Eiffel et un partenaire industriel qui est l'entreprise de prêt-à-porter Jules. Et du coup, deux thématiques principales dans ce projet: l'étude de l'optimisation avec prise en compte de facteurs humains, comment ça se traduit dans les problèmes d'optimisation, et l'étude des problèmes d'optimisation dans les entrepôts, et en particulier liés à un contexte e-commerce. Donc, pour le premier axe, l'optimisation avec les facteurs humains, on a proposé une revue de la littérature sur comment intégrer, prendre en compte les facteurs humains dans les problèmes d'optimisation, quels sont les problèmes concernés, les facteurs humains les plus importants, comment les intégrer et déjà les quantifier, les modéliser, puis les intégrer dans les modèles d'optimisation, l'impact sur la complexité, la résolution. J'ai choisi du coup de pas trop rentrer dans les détails là-dessus dans le cadre de cette présentation par manque de temps, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ça a donné lieu du coup à 2 publications dans Eurojournal of Transportation and Logistics. Pour ce qui est des entrepôts, du coup, j'imagine que vous voyez tous ce que c'est qu'un entrepôt. On va passer un peu en revue les différentes opérations. Donc, en premier lieu, la réception et l'envoi où les camions se garent, déchargent et chargent les produits. La réserve, où il y a ces grandes baies avec beaucoup de produits qui sont stockés principalement sur des palettes. Donc, c'est là où la plupart des produits sont stockés et on a une très bonne utilisation de l'espace, mais c'est pas du tout adapté à de la préparation de commandes. Donc, pour la préparation de commandes, on a une zone beaucoup plus petite, comme ça, où il y a en gros qu'un seul carton de chaque référence. Et les préparateurs se baladent avec des chariots, comme ça, récupèrent ce dont ils ont besoin, selon une certaine liste, et reviennent à l'entrée pour poser ça sur un tapis roulant. Voilà, l'order assembly, où en gros les orders sont packagés et emballés, puis ça part à la réception. Donc nous, on se focalise sur ici la préparation de commandes. Ça ressemble grossièrement à un supermarché avec des allées et des gens qui se baladent avec des chariots. Donc ça représente la plupart des coûts d'un entrepôt et c'est principalement du travail fait par des opérateurs humains. Donc on a 3 problèmes de décision principaux dans la préparation de commandes. Le stockage, déterminer où stocker les différentes références dans l'entrepôt. Le batching, donc comment regrouper des commandes clients ensemble pour faire des routes. Voilà. Et le problème de picker routing qui est comment faire les routes, quel chemin suivre dans l'entrepôt pour récupérer, visiter un ensemble d'emplacements. Donc, je vais vous présenter 3 contributions principales de cette thématique de recherche. Donc, l'étude de la complexité du problème de picker routing, l'intégration des décisions de stockage et de routing avec une méthode exacte de branch cut and price et l'étude d'une grande classe de problèmes avec des méta-heuristiques. Donc, dans un premier lieu, le problème de picker routing. Donc, on a un ensemble de positions à visiter là et on doit trouver la meilleure route pour visiter toutes les positions. Donc, c'est un cas spécial du TSP. En pratique, c'est souvent résolu avec des heuristiques qu'on appelle des politiques de routing. Donc, c'est un ensemble de règles très simples qui permettent de construire des routes. Du coup, ici, on voit la solution optimale pour cette instance, ici, avec une distance de 58. Ce problème ici, sur des entrepôts simples, voilà, on a une complexité qui est linéaire dans la taille de l'instance. Donc, c'était assez impressionnant pour une variante du TSP. Voilà, et ça, on le sait depuis 1983 avec l'algorithme de programmation dynamique de Ratliff et Rosenthal. Maintenant, si on regarde un entrepôt à plusieurs blocs, c'est-à-dire avec plusieurs cross-allées comme ça horizontales,
On sait depuis 2018 que le problème est Fixed Parameter Tractable, c'est-à-dire que si on fixe le nombre de blocs, K ici, on a un algorithme qui est polynomial, qui est même linéaire à nouveau. Mais du coup, on se demande, est-ce que quelle est la complexité du problème? Est-ce qu'il est polynomial ou pas? Donc plusieurs personnes se sont posées la question, mais personne n'avait réussi à le démontrer dans le cas général. Donc on a réussi à démontrer ça, donc que le problème est NP difficile au sens fort. C'est du coup une réduction depuis le problème du chemin hamiltonien sur des graphes en grille. Et voilà, et ce résultat a donné lieu à la publication d'un article dans Annals of Operation Research. Donc maintenant, on va regarder l'intégration des décisions de stockage et de routing dans les entrepôts avec une méthode exacte. Donc, on va essayer d'optimiser de façon jointe le stockage et le routing. On n'intègre pas le batching, mais comme en fait on prend en input un ensemble d'order list, de listes d'orders de commandes qui vont être récupérées par des routes, le batching peut être fait a priori et on peut considérer directement des orders consolidés. Donc l'objectif, c'est de minimiser la distance de picking et on va essayer de faire quelque chose de très générique, donc qui s'adapte à plusieurs layouts d'entrepôts et plusieurs politiques de routing. Donc si on regarde la littérature sur ce problème, il a été pas mal étudié, donc il est assez difficile quand même. Il y a un seul papier qui étudie le problème avec le routing optimal, où les décisions sont vraiment optimisées conjointement du coup, mais ils arrivent pas du tout à le résoudre. Même des instances triviales qu'on peut résoudre à la main, ils n'arrivent pas à les fermer. Voilà, et on voit aussi que il y a beaucoup de variantes qui sont étudiées, mais à chaque fois, ça demande une formulation ou un algorithme un peu ad hoc différent pour s'adapter à la variante. Voilà, ça peut s'appliquer à des cas, il y a des variantes assez industrielles, notamment de re-remplissage de la zone de picking le matin ou des choses comme ça. Du coup, on identifie un peu un research gap, c'est qu'il n'y a rien de générique comme formulation. Et quand le routing est optimal, du coup que les deux problèmes sont résolus à l'optimal, il n'y a vraiment aucun algorithme qui arrive à être efficace. Du coup, on commence par proposer une formulation compacte. Donc, je vais vous guider un peu à travers cette formulation. Donc, tout d'abord, on a les variables d'affectation ici qui disent que un produit est affecté à un espace de stockage, voilà, avec une contrainte de capacité. Ensuite, on a ici pour chaque commande O un ensemble de variables de routing et de contraintes de routing qui disent globalement que voilà, la route doit former un tour qui est valide. Et ici, on a les contraintes clientes qui disent que une route doit s'arrêter dans un espace de stockage si elle doit récupérer quelque chose dans cet emplacement. Voilà, comme on propose une formulation générique pour l'instant, la fonction objectif, ici, on a une fonction qui est générique, mais qui n'est pas linéaire, tout simplement parce que c'est pas possible dans le cas général d'avoir quelque chose de linéaire de type matrice de distance, parce qu'en fonction de la politique de routing, voilà, on ne peut pas formuler la distance comme purement une matrice de distance. Donc, si on regarde la structure de notre problème, comme ça, on voit qu'on a une matrice de contraintes très structurée. Donc, on a ici les variables d'affectation avec les contraintes d'affectation. Comme le polytope d'affectation a des points extrêmes qui ont des coordonnées entières, on ne pourra pas faire grand-chose en termes de reformulation à ce niveau-là. Ici, on voit une structure à diagonale par bloc qui sont les contraintes de routing pour chaque commande. Et ici, on a les contraintes clientes qui forment une belle structure en escalier. Donc, on voit qu'on peut utiliser plusieurs reformulations ou décompositions ici, donc soit de la génération de colonnes avec cette structure diagonale par bloc. Ici, ça pourrait faire penser à du Benders avec cette structure en escalier, par exemple. Nous, ce qu'on choisit d'exploiter, c'est cette structure, la diagonale par bloc, et convexifier les polytopes de routing. On a fait ce choix-là principalement parce que ça nous donne comme sous-problème des elementary short espace avec contraintes de ressources qui sont très classiques dans la littérature de routing et dont on sait que ça marche bien avec la génération de colonnes. Donc on prend ces polytopes là,
On les convexifie, donc on obtient une formulation étendue, où maintenant on a des variables étendues pour chaque route, liées avec une contrainte de set partitioning. Voilà, et cette fois, quand on a convexifié tous les aspects un peu opérationnels dans les sous-problèmes, cette fois on a une fonction objective qui est bien linéaire, avec un coût pour chaque route. Le problème avec cette formulation, c'est que voilà, il y a quand même pas mal de choses dans la structure du problème qu'elle n'arrive pas à capturer. Donc, si on prend un exemple très simple, ici, avec juste 3 emplacements, A, B, C, il faut visiter ces 3 emplacements. Avec la formulation qu'on a pour l'instant, on aurait quelque chose comme ça avec une route qui visite 2 fois A et 1 fois B, et une route qui visite 1 fois B et 2 fois C, avec chacune un coefficient 0,5. Alors ce qu'on voudrait évidemment, ça serait avoir ça ici où on a une seule route qui visite une fois chaque emplacement. Donc on voit que même sur un exemple très très simple comme ça, on a quand même un écart assez important. Donc en fait, on propose des inégalités valides pour résoudre ce problème. En gros, on a une formulation comme ça pour les inégalités valides. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une nouvelle façon de lier les variables d'affectation et les variables de routing. Donc on voit que déjà, il y en a un nombre exponentiel de ces contraintes. Elles sont non robustes avec la formulation, c'est-à-dire que chaque contrainte modifie le sous-problème. Donc on est obligé quand même d'être assez parcimonieux quand on les utilise dans un algorithme. Mais elles diminuent largement le gap, du coup, parce qu'on passe d'un gap de 8,6% à l'optimalité à 3,8%. Donc plus de la moitié du gap d'optimalité est fermé par ces contraintes-là. Quelque chose de très utile aussi avec ces contraintes, c'est que l'intégralité des variables d'affectation implique l'intégralité du problème. Donc on a juste besoin de brancher sur les variables d'affectation. Le sous-problème, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un elementary shortest path problème avec contrainte de ressources assez classique. Les règles de branchement, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails par manque de temps, mais voilà, si on fait quelque chose de naïf, ça ne marche pas très bien, donc on est obligé de faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Voilà, je vais vous présenter quelques résultats numériques sur deux sets d'instances différents. Donc les premiers, les instances de Silva et al. 2020. Donc, il propose ici une formulation compacte. En deuxième ligne, c'est la formulation compacte que nous, on propose, puis le branch cut and price. Et là, on voit, c'est les mêmes instances, mais avec différentes politiques de routing. Donc, on voit qu'à l'optimal, il résolvait 0 instance, et avec un grade de 98%. Vraiment, ils arrivaient à rien du tout avec un routing optimal. Donc là, on arrive à faire quelque chose qui marche plutôt bien. Pour le return, voilà, on arrive à résoudre un peu plus d'instances que Cplex. Pour la S-shape, on fait un peu moins bien. Et midpoint et largest gap, on fait à peu près pareil que Cplex. On voit que dans tous les cas, on arrive quand même à avoir des gaps qui sont très bons. Voilà, sur les instances de Guo et al. 2021. Donc ça, c'est un problème un peu plus, une variante un peu plus opérationnelle, disons, où c'est juste un re-remplissage partiel de la zone de picking. Donc il n'y a que alpha % des produits qui doivent être remplacés, disons, pour assurer la demande, donc 20%, 30% ou 40%. Il propose une formulation compacte, un algorithme de programmation dynamique, et ici notre algorithme de branch cut and price. Donc, il résolvait déjà toutes les instances à l'optimalité, mais on voit qu'avec les grandes instances, le temps de calcul explose complètement, alors que nous, on arrive à tout résoudre en ayant un temps de calcul très maîtrisé et en mettant plusieurs ordres de magnitude plus rapides sur les grandes instances. Donc, on a montré une intégration complète des politiques de storage et routing dans la zone de picking. On a proposé une formulation générique avec donc indépendante du layout de l'entrepôt et de la politique de picking, une nouvelle famille d'inégalités valides et un algorithme compétitif. Du coup, ça a donné une publication, ça, qui est voilà, qu'on a resoumise après Major Revision dans eJOR. Maintenant, je vais vous parler de méta-heuristiques pour les problèmes d'order picking et plus précisément de comment évaluer les moves et explorer les voisinages. Donc là, c'est quelque chose de très générique, c'est-à-dire que ça s'applique à n'importe quel problème de planification où l'objectif, c'est de minimiser la distance parcourue ou le temps de parcours dans l'entrepôt.
Donc ça peut être en gros le problème de routing optimisé jointement avec n'importe quelle autre décision, que ce soit le stockage, le batching ou n'importe quoi d'autre. Donc c'est vraiment une très grande classe de problèmes étudiés ici. Et pourquoi c'est intéressant d'étudier voilà, l'exploration de voisinage dans ce genre de problème. Donc je vais faire une petite comparaison avec la littérature VRP. C'est que dans le VRP, si on a une requête client, ça correspond à un stop dans une route. Et du coup, si on veut calculer la meilleure insertion, il suffit de parcourir une fois la route, de tester toutes les insertions possibles et du coup de prendre la meilleure. Donc si on veut trouver la meilleure insertion pour une requête dans une route, on a juste besoin de parcourir une fois la route. Pour un problème un peu plus compliqué de pick-up et delivery, par exemple, une requête, ça va être 2 stops, mais liés avec une contrainte de précédence. Donc on peut toujours, en parcourant une seule fois la route, trouver la meilleure insertion possible pour cette requête. Dans un entrepôt, si par exemple un order c'est 4 items, bah voilà, on va avoir 4 stops et on ne peut pas facilement calculer la meilleure insertion possible dans une route. On va devoir la parcourir plusieurs fois, ce qui fait que les voisinages VRP sont globalement peu efficaces sur ce genre de problème. Donc, comment on gère ça dans la littérature? Plusieurs stratégies. Soit on utilise du coup une politique de routing dans la définition du problème. Du coup, ça devient beaucoup plus simple, mais le problème, c'est qu'on a vraiment une politique heuristique dans la définition du problème. Donc, on a un écart de performance qu'on ne pourra jamais rattraper parce qu'il intervient dans la définition même du problème. On peut se baser sur des voisinages de la littérature véhicule routing, mais comme on a vu, ça ne marche pas très bien. Où on peut recalculer les routes optimales à chaque fois qu'on veut évaluer un mouvement. Mais c'est pareil, ça n'a pas très bien marché parce qu'on fait beaucoup de calculs qui ne servent pas à grand-chose. Et du coup, on identifie ce gap que dans la littérature météoristique, il n'y a pas grand-chose qui va utiliser vraiment la structure par allée de l'entrepôt pour proposer des voisinages. Donc, c'est ce qu'on fait. On propose plusieurs surrogates qui donnent des estimations de la distance de picking, l'estimation du coût d'insertion. Donc, la première, la L first cross second, qui est une heuristique avec performance de garantie pour le problème de picker routing. À notre connaissance, c'est aussi la seule heuristique avec performance de garantie pour ce problème. Voilà un autre surrogate. Et on met ça dans une stratégie pour explorer les voisinages et finalement dans une heuristique de large neighborhood search. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'heuristique parce que voilà, c'est classique de la littérature LNS. Donc en premier lieu, l'heuristique All First Cross Second qui fonctionne en 2 étapes. D'abord, on construit les traversées verticales de la route, puis les horizontales. Donc en fait, quand on regarde, il y a qu'un certain nombre de façons possibles de traverser une allée dans un problème dans un entrepôt. Soit on la traverse complètement, soit on entre par le haut et on ressort par le haut, soit on la visite pas du tout, soit on rentre par le bas et on ressort par le bas, soit, et c'est pas représenté ici, on rentre par le bas et on sort par le bas, et aussi on rentre par le haut et on sort par le haut. Donc au début, on met la meilleure traversée possible dans chaque allée. Là, ça va pas être possible d'avoir une solution réalisable parce que si on part du bas, on va monter une fois, puis descendre une fois, puis remonter ici et on ne pourra pas retourner au dépôt. Donc, on va devoir enlever ou rajouter une traversée complète. Donc là, on obtient assez facilement une lower band sur la distance de la route. Ensuite, on connecte les traversées complètes ici. Il y a une seule façon de faire ça, même si ce n'est pas forcément évident. Et du coup, après, on a plusieurs sous-tours qui sont indépendants et qu'on va devoir connecter. Et ça se modélise avec un problème de minimum spanning tree, donc on sait très bien résoudre, hop, et qui nous donne une solution valide et du coup une upper band. Donc dans un cas général, on fait ça pour les entrepôts multiblocs. Cette heuristique, elle tourne en temps linéaire, ce qui est non trivial hein, parce qu'on résout un minimum spanning tree, donc normalement il est censé y avoir un log ici. Et comme on a une lower bound, on peut se demander s'il y a un ratio d'approximation. Donc effectivement, il y en a un qu'on peut calculer qui dépend uniquement de la géométrie de l'entrepôt, hein, pas des emplacements qu'on doit visiter. Voilà, on propose un deuxième surrogate, je vais passer assez rapidement dessus. Voilà, et du coup, on va explorer les voisinages comme ça. On a plusieurs estimations de la distance. On va commencer par calculer les moins coûteux et au fur et à mesure, on va aller vers les surrogates de plus en plus coûteux. Et à chaque fois qu'on a des informations de bornes, donc d'upper bound ou de lower bound, ben, on peut
enlever que des parties du voisinage qui sont dominées en fait, et ne pas continuer leur exploration. Donc plus on continue, plus on explore en fait un nombre réduit de voisins avec des informations de plus en plus précises sur la qualité de l'insertion. Et à la fin, on calcule la distance optimale pour une seule solution. Donc, je vais vous présenter quelques résultats numériques. On va se comparer sur le problème d'order batching et picker routing, qui est le problème, disons, le plus étudié de la littérature et où l'état de l'art est le plus compétitif. Et on va se comparer avec Wallen et Schwint 2023 qui propose deux maths heuristiques à base de génération de colonnes. Donc une ici de set covering et une qui est un peu une heuristique de diving. Et ici on a notre méthode. 4 sets d'instances de benchmark. On voit que sur le premier, on fait un peu moins bien que Wallen et Schwint. Sur la deuxième, on arrive déjà à gagner un peu de gap. On gagne quand même quelques points de gap. Sur la troisième, on fait à peu près pareil. Et sur les plus grandes qu'ils ont introduit, on voit qu'on arrive à gagner à peu près 10 points de gap. Donc là, on arrive quand même à avoir des solutions de largement meilleure qualité. Et surtout, on voit qu'on fait plusieurs dizaines de milliers d'itérations de LNS en quelques minutes. Donc à ce niveau-là, notre objectif est atteint. On voulait explorer très vite les voisinages. Voilà, donc on a proposé plusieurs surrogates pour évaluer les moves. On utilise ça pour avoir un algorithme compétitif. Et en perspective, on aimerait euh, faire un package Julia avec toutes ces fonctions un peu bas niveau, très bien codées et facilement interfaçables pour que ce soit facile de créer de nouvelles méta-heuristiques ou étudier de nouveaux problèmes dans la littérature des entrepôts. Et du coup, on a un working paper qui est pas encore soumis sur ce sujet-là. Donc, merci beaucoup pour votre attention et est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour votre présentation. Oui, sûrement, on a des questions. Alors, on va commencer par Christian. Bonjour, merci pour votre présentation. Bon, j'ai des questions relativement à l'aspect que vous avez un petit peu évoqué au début de votre présentation, puis plus trop par la suite, et c'est sur la prise en compte des facteurs humains, on va dire, en optimisation. Donc, dans votre thèse, il y a ces deux parties avec, bon, qui finalement sont un peu disjointes, mais est-ce que vous avez des perspectives, quelles qu'elles soient, pour appliquer les méthodes de recherche opérationnelle que vous venez de nous présenter dans un contexte de prise en compte des facteurs humains, ben, par exemple dans les entrepôts, puisque vous nous avez montré des opérateurs hein, qui manipulent les objets. Est-ce que vous avez commencé des travaux sur ce sujet? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, effectivement, bah, on a commencé un peu des travaux sur le sujet, voilà, qu'on n'a pas encore concrétisé. Ce que je peux vous en dire, c'est que voilà, c'est quelque chose d'assez interdisciplinaire, hein, mine de rien. On a pas mal vu ça en faisant cette revue de la littérature et que disons que les méthodes utilisées par des ergonomes qui vont être basées sur la littérature et qui vont bien estimer, disons, les risques associés à certaines situations, vont se retrouver à pas être du tout adaptées aux algorithmes de recherche opérationnelle, c'est-à-dire qu'elles vont pas être linéaires, convexes et tout ce qu'on veut. Et qu'en même temps, des méthodes très simples qu'on utiliserait en recherche opérationnelle, de juste mettre des scores un peu ad hoc sur des tâches ou autres, bah, vont pas être très adaptés à vraiment mesurer ce qu'on veut mesurer. Et du coup, je dirais que c'est un peu ça le principal challenge, c'est de trouver des problèmes et des méthodes pour quantifier les risques ergonomiques qui soient à la fois adaptés à des problèmes de résolution et, je veux dire, qui mesurent bien ce qu'on veut qu'elles mesurent. Ok, ben, merci pour votre réponse. J'ai une deuxième question assez générale aussi, puisque vous nous avez présenté quand même ben, un panorama de méthodes très variées et très efficaces, avec des aspects théoriques sur le problème que vous avez traité. Vous restez dans le cadre un peu déterministe. Est-ce que vous avez rencontré dans l'application entrepôt ou ailleurs des problèmes de gestion des incertitudes ou tout au moins d'aspect dynamique, d'arrivée dynamique des commandes? Et est-ce que vos algorithmes pourraient s'adapter à ces considérations-là? Bah, l'arrivée dynamique des commandes, oui, ça c'est quelque chose de très, comment dire, à la mode dans la gestion des entrepôts et de très
important parce qu'avec le développement du e-commerce, maintenant, quand on fait une commande, bah voilà, on s'attend à ce qu'elle soit livrée quand même avec un délai très court. Et du coup, en plus de la livraison, ça veut dire que la partie gestion dans l'entrepôt, une commande entre le moment où elle arrive sur le système de l'entrepôt et le moment où elle doit sortir, ça doit être dans la même journée, quoi, à peu de choses près. Donc évidemment, il y a quand même une exigence de réactivité assez importante. Les travaux que je fais, du coup, la dernière chose que je vous ai présentée sur les méta-heuristiques, c'est déterministe, mais comme on propose quand même des méthodes qui vont être très rapides, donc nos algorithmes de résolution, ils prennent quelques minutes, ça pourrait servir de sous-routine dans des problèmes stochastiques, évidemment. Et sinon, je pense que ça, c'est quelque chose qui serait très intéressant à étudier, mais de vraiment pas facile. C'est que la partie storage, là, où je l'étudie de façon déterministe, évidemment, on aurait ce qu'on voudrait faire serait utiliser ça de façon stochastique. On a des données historiques sur, je sais pas, un an, et on cherche un plan de stockage qui soit le plus robuste possible sur une année. Voilà, le problème, c'est qu'on a vraiment un espace de solution qui est énorme parce que n'importe quelle permutation des produits dans l'entrepôt donne une solution réalisable. Et du coup, ça fait un problème qui, d'autant plus en stochastique, présente je veux dire, des challenges méthodologiques très importants, mais qui seraient très intéressants à étudier à la fois scientifiquement et à la fois en pratique. Et merci beaucoup. Merci. Marc, tu avais une question? Oui, j'ai une question. Merci pour la présentation. J'ai une question qui m'intéresse là, c'est le fait que donc là dans les allées, en fait, on peut faire demi-tour. J'ai déjà vu pas mal d'endroits où on interdit les demi-tours dans les allées pour des raisons de sécurité. Qu'est-ce que ça changerait au niveau implémentation et au niveau résolution? Est-ce que ça serait un effort énorme de transformer ce que vous avez fait pour interdire ces demi-tours dans les allées? Ça dépend des contributions. Sur celle-là, là, sur le branch cut and price avec méthode exacte, on propose quelque chose qui est vraiment assez générique. Donc, la politique de routing, en fait, elle intervient uniquement dans le sous-problème, qui est l'elementary short espace avec contrainte de ressources, et exactement juste sur la fonction d'extension des ressources. Donc, c'est vraiment mettre une nouvelle politique de routing. Ça se fait assez facilement. Notre code, du coup, on a déjà des expérimentations avec 5 politiques différentes, dont certaines qui interdisent effectivement de revenir en arrière. D'accord. Donc là, ce serait pas, c'est déjà ce qu'on fait en fait d'étudier plusieurs politiques. Ce que je mets dans le résultat ici. Par exemple, dans la S-shape, c'est il n'y a pas le droit de revenir en arrière dans une allée. Donc c'est D'accord, ok, vraiment c'est on ça. parcourt toutes les allées comme ça. Et voilà, ça demande de se pencher un peu, de mettre les mains dans le cambouis au niveau du sous-problème, mais ça reste très, très modéré comme changement. Par contre, pour la littérature, la méta-heuristique, ce qu'on fait, c'est justement quand pour le coup, quand le routing est fait de façon exacte. D'accord. Quand on le fait de façon heuristique, du coup, c'est beaucoup plus facile en fait d'évaluer les mouvements. Donc le problème qu'on étudie se pose beaucoup moins. Ok. Très bien, merci. Alors, moi, j'ai une question très rapide. Vous avez parlé d'implémentation Julia. Est-ce qu'elle est open source, votre implémentation? Pour l'instant, elle n'est pas encore, elle est pas encore sortie, mais oui, ça serait open source. Ce qu'on aimerait bien, c'est que là, du coup, on propose quand même déjà l'évaluation exacte d'une route par programmation dynamique, elle n'est pas triviale. Et puis là, on propose quand même plusieurs approximations de la distance qui sont mine de rien pas triviales. Et du coup, oui, si on veut que ce soit réutilisé, c'est ce qu'on se dit. On aimerait bien avoir un package Julia, disons, qui, plus que de donner le code open source, soit facilement interfaçable pour que toutes ces fonctions un peu bas niveau de genre évaluation de route, évaluation de move soient disponibles et que du coup, soit facile de plugger ça sur d'autres problèmes, d'autres méta-heuristiques et d'avoir une. Ok, on va être obligé de s'arrêter si on veut avoir parce qu'il y a encore une personne qui va passer derrière vous. Eric, tu avais une question. Est-ce que tu veux la poser en 5 secondes ou... J'en avais deux, mais je vais la poser très vite.
Quels sont les rapports que vous avez eus pendant votre thèse avec l'entreprise Jules qui faisait partie du projet initial? On a eu plusieurs réunions avec eux. C'est surtout sur la partie facteurs humains. On a eu pas mal de rapports avec eux, notamment un des partenaires du projet de l'Université Gustave Eiffel, c'est des ergonomes. Donc, ils ont fait des interventions ergonomiques chez l'entreprise et voilà, on a eu pas mal de discussions qui nous ont permis de faire ces travaux-là, de prendre du recul là-dessus sur optimiser avec des facteurs humains. Et après, du coup, on a commencé à étudier un peu leurs problèmes avec des facteurs humains, mais c'est quand même, entre les discussions avec les industriels, l'intervention des ergonomes, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, donc c'est pas du tout abouti encore. Mais on n'a pas travaillé avec eux. Oui. Ok, je vous propose d'arrêter là parce que il nous reste peu de temps avant le prochain candidat. Merci beaucoup pour votre présentation.